Salut à vous. J'utilise encore une fois ce canal pour m'adresser, comme vous allez l'entendre, à Jean-Luc Mélenchon parce que dans cette campagne qui est tout entière centrée sur des polémiques de campagne, des mots de campagne, des procès d'intention, des faux procès, il y a encore des choses qui, à mon sens, n'ont pas du tout été suffisamment dites ou abordées et qui me tiennent très à cœur. Et comment vous dire, de ne pas en parler, ça me ronge, ça me fatigue, ça m'empêche de respirer. Donc j'ai envie de les partager via cette chaîne et à travers une lettre ouverte à Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà. Je vais lire pour ceux qui vont s'étonner de ma manière de dire les choses. Étant donné les circonstances, j'ai essayé de choisir mes mots. Donc bah voilà. Pour ceux que le format irrite, allez voir ailleurs. Mais pour celles et ceux qui ont envie de partager ça, bah, bienvenue. Je commence. Cher Jean-Luc, salut. Je m'adresse à vous en tant que futur chef de l'État. Je m'adresse à votre présidence passagère avant la Sixième République et surtout avant la mise en place sur tout le territoire d'assemblées locales capables, dans un cadre constituant de produire le rebond de vie dont le pays a absolument besoin. Je m'adresse à vous aussi et surtout pour vous parler d'un chantier immense qui nous incombera à toutes et tous et qui vous incombera immédiatement, premier chef. Ce chantier, vous le connaissez, hein, et à vrai dire, chacun d'entre nous le connaît. Mais nous avons pris le réflexe, c'est presque une caractéristique de ce que c'est qu'être français aujourd'hui. Nous avons pris le réflexe de ne pas le voir. Ce réflexe est une énorme difficulté, en ce sens que nous nous sommes formés collectivement à ne plus être capables de dire le gouffre au bord duquel nous sommes. Quand je dis nous, je parle du pays. Ce chantier, je ne sais pas par quel bout le prendre. D'où qu'on le prenne, dans le fond, c'est le même. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pays, de mon pays, sous trois facettes, trois côtés, que sont la ruralité, la fatigue des gens du pays, et le besoin, le manque énorme qu'on partage ensemble, le manque de beauté. Voilà. La ruralité, la fatigue et la beauté. Alors la ruralité d'abord. La ruralité, c'est un mot complètement creux aujourd'hui, c'est un terme technocratique, sans âme, sans vie, sans signification, sans beauté, désignant d'abord les trous dans la continuité du bâti et maintenant la densité de population. Est aux yeux de l'INSEE rural un espace à faible densité humaine. Entre nous soit dit, c'est peut-être une pertinence statistique, mais enfin c'est complètement idiot. Est-ce qu'on dirait du désert ou de la mer que ce sont des espaces ruraux? Non, évidemment. Euh, Est-ce que on ne devient pas de la même manière un rural ou un néo-rural sous prétexte qu'on habite dans un endroit à faible densité de la population? On habite, de mon point de vue, qui ne vaut pas forcément plus que celui d'un autre, mais c'est comme ça que je le vis, on habite un espace rural quand on habite dans des lieux où la distance résiste. Euh, on habite dans des lieux où le réel, sa matérialité résiste. C'est pas forcément une résistance dans un sens positif, comme on a tendance à l'entendre. C'est simplement une vraie résistance. Et rural, un lieu dans lequel la distance ne se laisse pas dissoudre, où elle résiste, où la terre, ou la colline, ou le chemin creux, le pré, la source, l'étendue d'eau, la distance tout simplement, résiste. Et dans lequel ces mêmes vallons, ces mêmes chemins, creux ou pas, dans le fond, résistent à quoi? Oppose une résistance à ce que j'appellerais la fantasmagorie urbaine moderne. L'espace rural n'est pas le déchet de l'espace urbain, c'est l'ensemble des lieux où vivent des gens qui ne sont pas encore asservis à la logique urbaine qui consiste essentiellement à faire abstraction de l'espace et du temps que ça prend de franchir la distance.
La grande ville, le réseau des grandes villes, le réseau des espaces urbains, c'est cette zone finalement indéfinie, connectée, où l'on peut être partout et nulle part. Je l'ai été dans une vie professionnelle précédente, le matin à Paris, à midi à Madrid, l'après-midi en telco avec Rouch en Pologne et le soir à Vincennes. Dans un espace rural, la maternité est loin. Dans un espace rural, l'école, le tribunal, la poste, l'hôpital sont loin. Dans un espace rural, euh, le travail est loin, mais aussi le marché est loin. L'hypermarché est un peu moins loin souvent, parce qu'en fait il a déjà détruit le marché, le commerce, tout ce qu'il pouvait y avoir comme espace public où on pouvait se rencontrer avant. Dans un espace rural, le théâtre, le cinéma, l'opéra, la librairie, la bibliothèque, l'aéroport, la gare, l'arrêt de bus, la connexion Internet sont loin. Même le service après-vente est loin. Dans un espace rural, le voisin est loin. Dans un espace rural, on use sa voiture, son vélo, ses godasses pour accéder à sa vie quotidienne qui est comme diffusée dans l'espace toujours à distance et qui en devient anormale parce que dans ce qui définit la norme, c'est-à-dire l'espace urbain, il n'y a plus de distance. Il y a une espèce d'ubiquité, on peut être partout et nulle part à la fois, surtout nulle part. Dans l'espace rural, on ne peut pas se diffracter, on ne peut pas se diffuser, on ne peut pas ne pas faire l'effort de la distance. On ne peut pas se diffracter dans l'espace-temps. Alors ça implique de voir des choses qu'on n'a pas envie de voir et qu'on peut nier quand on est dans l'espace urbain. Dans l'espace rural, on voit la déchetterie, on la sent, on voit le sol crever année après année, on voit l'entrepôt et la ferme désertés dans un espace rural à cause de la distance et à cause de la manière qu'on a de traverser cette distance, de prendre le temps de la traverser. On voit tout ce qui est abandonné, on voit les conséquences directes de la destruction des terres. Ça cesse d'être une fiction, la terre artificialisée. On voit la destruction de l'eau. Dans un espace rural, on sait que la route est un cimetière parce qu'on ramasse des blaireaux crevés, des renards morts, parce que y a tel ou tel endroit où des voisins sont morts en rentrant de boîte de nuit. On ne peut pas l'oublier, ça n'est pas seulement des campagnes de publicité qu'on oublie parce que ça fuse et ça fuse. En ville aussi, on voit des morts. Mais immédiatement, ils sont remplacés par le vibrionnement hystérique de la vie urbaine. Quand on développe une ferme-usine dans un espace rural, c'est ton eau que tu peux plus boire. C'est ton air qui pue la mort. C'est ton linge que tu peux plus faire sécher parce qu'il pue. Hein, c'est immédiat, c'est direct, parce que tout est matérialisé et on n'est pas en train de fuser dans l'espace. Dans un espace rural, quand il y a une gelée, c'est ton voisin qui est ruiné. Si ton espace est ruiné, c'est l'école de tes gosses qui ferme. Et c'est tes arbres aussi à toi qui font la gueule. La méthanisation, par exemple, comme thème, dans un espace rural, c'est un problème de voisinage. Un problème de voisinage en ce sens qu'il y a immédiatement la matérialité de l'eau qui va être polluée, que tu pourras plus boire et qui aura une odeur, etc., etc., et que ton voisin va devenir un gestionnaire de déchets s'il ne les produisait pas lui-même. Mais en même temps, il est pauvre, il a besoin de bouffer, tu le sais, alors comment faire? Et comment faire pour ne pas lui faire perdre la face? C'est un problème de voisinage. En ville, il y a des problèmes de misère massifs. Mais quand quelqu'un crève dans sa pisse glacée au petit matin, ou quand quelqu'un en ville est écrabouillé par une voiture, ou est écrabouillé par la vie, et doit quitter son logement, il est immédiatement remplacé. C'est inhumain, mais c'est enivrant, et on se laisse enivrer par ça. Ici, je dis ici parce que je vous parle depuis un espace rural, on ne virtualise pas. Ce que les médias dégueulent, on l'a déjà dans les chaussettes, et on ne peut pas se laisser enivrer par un rythme de la vie collective suffisamment épuisant pour oublier là où on est. Dans un espace rural, on est confronté à là où on est. Il y a d'autres espaces où on l'est aussi, mais j'en parlerai tout à l'heure. En fait, voilà, l'espace rural, c'est un endroit où quand quelqu'un part, tout est dépeuplé. Parce que matériellement, tout est dépeuplé. L'exode rural n'est pas fini, mais ici, quand les gens s'en vont, c'est les écoles qui ferment, c'est les commerces qui ferment immédiatement. À Paris, ça se dépeuple très lentement, mais on ne ressent pas ça. On n'a pas l'impression du dépeuplement. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la ruralité ne caractérise pas tellement tel ou tel espace. Dans le fond, la ruralité, c'est le pays en tant qu'il existe encore, dans sa matérialité.
sa taille, son étendue. On dit souvent que la France est un grand pays. Ben oui, mais c'est un grand pays parce que c'est une somme de distance aussi. Il existe. Il existe. Les haies existent, les routes existent, les champs existent. Les routes existent effectivement, mais on ne fait pas que traverser des espaces qui n'auraient, dans le fond, pas d'existence réelle. C'est ça le pays. Ça n'est rien d'autre que ça. Le pays est une étendue. Une étendue dans laquelle il y a du vivant. Des végétaux, des animaux, des humains, et puis dans lequel il faudrait aussi accorder une espèce de personne morale à la beauté, au paysage et à ce qui fait que le pays est encore un pays. C'est-à-dire en fait presque, dans le fond, un voisinage. Bon. Mais pour nous autres humains, euh, voilà, j'ai envie de dire que la ruralité, c'est le pays en tant qu'il existe encore dans sa matérialité, sa taille, son étendue. C'est ce que vous traversez quand vous marchez le pays, quand vous prenez le temps de le rouler à vélo, tiens. C'est quand vous prenez le temps de la distance, de l'espace et des gens. C'est ce que vous avez dans les doigts, dans les pieds, dans les mains, dans les oreilles aussi quand on écoute les gens. Je voudrais vous parler aussi de la fatigue. La fatigue. La fatigue que peut-être on ressent sous un jour particulier, en campagne. Un jour peut-être un peu différent de celui qu'on ressent en ville et en banlieue. À travers le pays, en tout cas à travers les petits pays à l'échelle de la fréquentation, là où on se fréquente encore, après la vie pourrie des mandats précédents et après l'épisode de pandémie, non seulement on n'est plus très nombreux, en tout cas en espace rural on n'est plus très nombreux, mais en plus on s'aime plus beaucoup. On est fatigués les uns des autres. Il y a la fatigue des gens résignés qui subissent sans plus relever la tête, qui repoussent nerveusement tout ce qui pourrait leur rappeler qu'ils ont leur nez dans leur désespoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on se suicide beaucoup chez les paysans. Il y a la fatigue des gens qui ont renoncé, sans rien céder à leurs convictions, mais qui ne veulent plus participer. Ils ne veulent plus jouer. Il y a notre fatigue aussi, celle des gens qui luttent et qui se disent en leur fort intérieur, si ce pays n'est pas capable de céder lui-même, là, cette fois-ci, j'en ai marre. Si c'est pas ce coup-là, c'est plus possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils feront sans moi, je vais m'occuper de moi et des miens. Je ne veux plus être solidaire et brûler gratuitement mes forces pour des gens qui se payent le luxe de saccager le pays par peur d'affronter consciemment l'étendue du désastre pour rester petits bourgeois, mais bourgeois quand même. Il y a la fatigue de celles et ceux qui s'abrutissent de travail en bas de l'échelle ou à côté chez les managers, comme pour se défendre de prendre conscience de la saloperie qu'il et elle perpétuent. En ville, et je le sais pour l'avoir expérimenté l'essentiel de ma vie, on s'aime pas, mais on fonctionne parce qu'on est le fonctionnement. En campagne, quand on s'aime plus, tout s'effondre. Et quand la campagne, ses fêtes, ses rites, sa vie, ses joies, ses soins, ses voisinages, ses beautés s'effondrent, en réalité, il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de distance qui résiste, il n'y a plus de matérialité qui résiste. C'est le moment où il n'en reste plus qu'un réseau, un frétillement hystérique dans des tubes sans âme, mais où on a réussi à achever le fantasme de la négation de l'espace-temps et de la négation de la condition humaine dans le fond, c'est-à-dire qui consiste essentiellement à habiter quelque part et à inventer ce quelque part en parlant avec son voisin et en l'interprétant, et en prenant soin, dans un rythme harmonieux. Bon, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la ville n'est pas très différente de la campagne, parce qu'en réalité, quand elle entre quand elle devient un tube, quand elle devient un pur lieu de fonctionnement, la ville disparaît aussi. Tout ce qu'il y a de beau dans la ville disparaît. Moi, j'adore les villes, il y a une grande beauté des villes, et sans vous parler de toutes les villes que j'aime, la première qui est pour moi la plus belle ville du monde, Paris. Paris a totalement disparu dans le tube et il n'en reste qu'un fonctionnement pseudo-touristique. Et vous voyez, c'est dans le fond, j'ai l'impression que ce qui demeure de la beauté de Paris, le demeure pour des gens qui sont capables d'être campagnards à Paris, c'est-à-dire de prendre le temps d'affronter les distances, de marcher, de déambuler, d'en connaître les chemins creux, les rivières souterraines, etc. Bon. Et justement, ça m'amène au dernier sujet.
On me dirait, c'est pas un sujet pour l'élection présidentielle. Eh ben si, et c'est le même sujet. C'est le même sujet qui a à voir avec le salut du pays. Tiens, la beauté. Dans un joli texte sur le travail, la philosophe Simone Veil postule que la beauté, dans le fond, j'essaye d'être fidèle à son propos, est le seul salaire que les gens exploités peuvent tenir dans leurs mains, c'est-à-dire comme au-dessus, comme hors de l'eau du cycle de l'exploitation. L'essentiel du salaire qui sert uniquement à reproduire sa force productive qu'on va brûler le lendemain pour avoir de quoi manger, pour le brûler le lendemain, etc. Bon, ça, elle évacue. Il y a la part du salaire qui permet de consommer autre chose que ce qui permet de survivre, la petite consommation, les loisirs, rien de méprisable à ça. Simplement, le problème dans une société de consommation, nous dit-elle, c'est que ces désirs sont immédiatement obsolètes dès qu'ils sont consommés. Donc en fait, on passe son temps dans une frustration de l'objet futur et de sa, voilà, dans le cadre presque d'un effort de participation à la société de consommation qui ne permet jamais de donner rien de bon en réalité. On est immédiatement frustré parce qu'on a désiré, frustré, une espèce de cycle infini, infernal. En revanche, elle nous dit, la beauté c'est la seule chose qui échappe à ce cycle, parce que quand on a de la beauté dans son travail, quand on produit soi-même de la beauté, quand on produit du beau ou dans le beau, dans le fond, la soif de beau ne peut pas être assouvie. On a toujours soif de beau. On est toujours dans le désir et dans la jouissance de ce qui est beau. Et ça arrive. Et dans le pays dépeuplé, dans la matérialité du pays, défiguré par les macrosystèmes techniques, arrimés aux grandes villes, dans le pays qu'on a transformé massivement soit en usine étendue, soit en lieu abandonné, soit en parc naturel devenu inaccessible en un sens. La beauté menace à chaque mètre de disparaître. Elle est là, on vit dans un pays merveilleusement beau, et en même temps, toutes les zones habitées sont de plus en plus privées de beauté, et tous les gens qui habitent ces zones sont de plus en plus privés de beauté. C'est vrai à la campagne, et c'est vrai en banlieue, c'est vrai en ville. Mais en ville, c'est un peu différent. En ville, on en souffre moins, grisé qu'on est par la vitesse et le vibrionnement hystérique de la ville. Voilà. C'est pour ça qu'il faut ralentir. C'est pour ça qu'il faut nous ressouder d'urgence à travers la parole et à travers un grand moment constituant qui permette à chacun de dire la beauté qu'il trouve et qu'il souhaite là où il la vit. Il s'agit littéralement de vivre, de revivre le pays. Et revivre quelque part qu'on réinvente et donc qu'on fait surgir par la parole commune, le soin pris en commun dans un rythme harmonieux du pays, matériel et concret, là où on vit et là où on, par conséquent, fréquente les gens avec qui on vit le pays. J'insiste un peu parce que, dans le fond, c'est important, mais l'exode rural n'est pas terminé. Les campagnes continuent de se vider. En tout cas, par là où je suis, c'est une évidence. En conclusion, j'en ai bientôt fini. En conclusion, cher Jean-Luc, dans ma maison, il y a une chaudière à bois. Si personne ne met de bois dans la chaudière, nous aurons froid. En général, c'est moi qui m'en occupe. Si personne ne prépare le bois, ne fait le débardage, ne le coupe, ne le refend, on aura froid. Mais, en plus, le terrain deviendra impraticable. Ah oui, si on n'enlève pas les arbres, le bois comme le bois mort, etc. Bon. Si le puits est à sec, il n'y aura plus d'eau dans la chaudière, nous aurons froid. Si nous n'entretenons pas le terrain, nous n'aurons plus ni eau ni bois. Mais si on ne prend pas soin du terrain avec de l'amour pour toutes les créatures qui s'y trouvent, et pour sa beauté propre, voilà, si on ne prend pas soin de la beauté des lieux, et puis dans le fond, des blaireaux, des sangliers, des chevreuils, des renards, des vipères, des huppes, des faisans, de ce que vous voulez, là, des chardonnerets, des colverts, des putois, des mésanges, eh bien, si en plus, on ne s'occupe pas de nos voisins, nous n'aurons plus de raison de vivre ici. Et qu'est-ce qui se passera ?
ben, nous partirions en ville, comme tout le monde, ou bien on dépérirait, comme tout le monde. Tout se tient. Ce que nous sommes en train d'engager, c'est un soin tout azimut. Un soin tout azimut du pays. Et ne le perdons pas de vue en franchissant les dernières marches. Ne perdons pas de vue que la première chose que nous avons en commun, c'est la certitude sensible de l'état du pays. De ce dont je viens de parler en mots probablement trop grandiloquents, et je l'ai probablement dit trop à ma manière, mais c'est ce que nous savons de toute évidence, tous en tant qu'êtres humains habitant ici. Le pays est prodigieusement abîmé. Il manque de soins partout, dans chaque recoin. On peut le palper, on peut palper cette réalité avec nos pieds, avec nos mains, et il faut un effort prodigieux de culture pour fermer les yeux et ne pas voir ça. Et pour pas voir la fatigue des humains face à cette détresse de la matérialité du pays. Et du côté des émotions, au-delà de la fatigue, nous qui sommes des êtres qui avons besoin de beauté même pour vivre, en se privant du pays, nous nous privons de beauté, nous demeurons là épuisés, comme des espèces de bêtes devenues idiotes, capables seulement de sécuriser les conditions de leur propre destruction. Voilà. Avant de nous quitter, et par-delà, ouais. Excusez-moi, je me suis un peu éloigné du texte, alors c'est ennuyeux. Bon, peut-être je le mettrai en commentaire. Avant de vous quitter et en laissant de côté le fait que je sois moi-même un insoumis engagé à vos côtés, je voudrais, et je crois que ça participe à l'effort que je propose dans cette lettre, je voudrais vous témoigner ma reconnaissance profonde, absolue, ma gratitude en fait. Ma gratitude pour avoir tenu bon et pour avoir maintenu hors de l'eau la possibilité d'espérer pour agir, pour prendre soin de ce qui fait que nous faisons peuple, de ce qui fait que nous sommes habitants de notre pays, et pas seulement des agents économiques et techniques perdus dans une surface pour produire de la valeur afin que croissance s'ensuive. D'avoir maintenu hors de l'eau l'espoir de pouvoir agir pour prendre soin de nous et de l'harmonie que l'on souhaite reconstruire entre nous et avec notre chez nous, c'est-à-dire le pays. Voilà. Et ben, il me reste à vous souhaiter une bonne élection. Et puis, on reprendra le vrai travail politique à l'intérieur d'un nouveau mode de régulation des conflits qui, j'en suis sûr, prendra soin de restaurer et de nous restaurer. Salut et respect, citoyens.